La session s'appelle Outils et pratiques collaboratives pour mieux travailler ensemble. Euh, Est-ce que tout le monde a des petits papiers de couleur? Qui n'en a pas? Vous n'en avez pas parce qu'il n'y en a plus, ou vous n'en avez pas parce que ça bloque? Il nous faut un spécialiste Kanban quelque part, le flux est coupé. Ok. Donc pendant que ça tourne, c'est pas grave, continuez à les distribuer, on va voir après comment on s'en sert. Avant tout, un gros merci à tous les sponsors qui sont ici. Je ne vais pas tous les nommer, je ne les connais pas tous, pour pouvoir avoir permis d'organiser cette session. Donc voilà, merci à eux, sinon ça serait beaucoup plus dur d'avoir de tels locaux si intéressants. Je vais me présenter en quelques mots, en quelques images. Donc ça, c'est moi, Aurélien Morvan, avec un T, c'est hyper important, sinon je mords. Qui suis-je? Donc moi déjà, j'ai une super femme qui m'autorise à être là aujourd'hui, sachant que dans 2 jours, il y a Grenoble, et elle m'autorise aussi à faire Grenoble, donc c'est juste génialissime. On est parents d'un petit garçon là, qui est déguisé en Anakin Skywalker. Il est fan de Star Wars, bon, ça arrive. Donc voilà, on s'épanouit en Bretagne. Tout le monde voit où c'est la Bretagne? Ouais. Vous avez la bière, nous on a le chouchen. C'est à peu près pareil, ça pique. Qu'est-ce que j'aime? J'aime 2 choses principalement, le changement et le frisson. Le changement, en fait j'accompagne toutes les personnes qui le souhaitent dans leur peur du changement. Donc faire ce petit pas qui m'emmène d'une situation où je suis dans une zone de confort à une situation qui me paraît instable, mais en fait je les emmène dans une zone de confort. Ils ont agrandi leur zone d'apprentissage en faisant un petit bout de chemin avec moi. Et ça, je le fais aussi bien la semaine en étant coach agile, facilitateur, animateur, coach d'orga, coach individuel, que le week-end, où je pratique un truc un petit peu différent. Je suis moniteur de saut élastique. Donc, bon, effectivement, je saute. J'ai plus d'1 millier de sauts à mon actif, et des pas forcément très malins. Par contre, j'accompagne les gens dans ce moment un peu difficile pour eux, qui est je vais quitter ma zone de confort, les 2 pieds sur terre, et puis je vais me jeter dans le vide, et je ne sais pas du tout ce que ça fait. Donc ça, c'est quelque chose de très prenant, et c'est le week-end. Donc c'est très intéressant pour moi, parce que ce que je fais le week-end, je peux le réintroduire la semaine, et inversement, ce que je fais la semaine, je peux le réintroduire le week-end. Ça devient un cercle pas vicieux, mais très intéressant. Et sinon, je suis parachutiste. Donc mes collègues, mes clients sont super contents de me voir le lundi matin, quand je reviens et que je suis toujours là. Chose importante, la phrase paraît bénigne, paraît juste banale, bateau. L'an dernier, j'ai eu des petits soucis de santé, et ce qui m'a fait revenir, c'est cette petite phrase. Se lever le matin en faisant la gueule, en se disant ça va falloir aller bosser, c'est chiant, les clients sont chiants, mes collègues sont chiants, bah, ça n'aide pas à passer une bonne journée. Je ne sais pas si vous le vivez de temps en temps. Si, ça rigole là-bas, donc j'imagine que c'est du vécu. Mais juste se dire que le matin, je vais me réveiller et dans chaque chose que je vais faire, je vais trouver quelque chose d'intéressant. Là, ça aide à passer une bonne journée. Petite chose, cette session, on devait être 2. Et comme vous pouvez le voir, même si je suis assez large, nous ne sommes qu'un. Cette session, elle a été créée par Simon, de toutes pièces. On l'a jouée dans plusieurs Agile Tours et chez plusieurs de nos clients. Et malheureusement, il ne peut pas être là, parce qu'il revient de Montréal, il est un peu cramé. Et du coup, je suis tout seul. Donc si j'ai des petits trous, c'est de sa faute. Voilà. Mais je le remercie quand même d'avoir fait beaucoup de travail là-dessus. Comment ça va se passer? On va faire une petite intro, on va parler de ce que j'utilise dans de la facilitation d'ateliers, très succinctement. Et puis derrière, vous avez vu, premier type d'atelier, deuxième type d'atelier, on va itérer, et c'est vous qui allez choisir les ateliers. Parce que si je vous sors un discours long et sempiternel, vous allez vous ennuyer. Alors que si vous choisissez les ateliers, ça va être beaucoup plus intéressant. Donc 5 couleurs, 5 types d'ateliers. Forcément, on n'aura pas le temps de tous les faire. Donc il va falloir faire un deuil de votre côté, on est déjà agile. Il va falloir prioriser par rapport à la valeur que vous attendez de cette session. Et puis on verra, on peut peut-être en faire une, on peut peut-être en faire 2. On n'a jamais réussi à en faire 3 dans la même session de 45-50 minutes. Donc on verra bien. Puis on ira à des éléments de conclusion sur ce que peut apporter
ces nouvelles pratiques collaboratives. Avant de commencer, de rentrer dans le vif du sujet des ateliers, il y a une chose qui est hyper importante. Alors déjà, je vais vous poser des questions. Est-ce que dans vos réunions sont toutes efficaces? Qui pense que ces réunions sont régulièrement inefficaces? Oh my God. Qui pense que ces réunions sont tout le temps efficaces? Ah d'accord. Donc il y a des sans-opinion. Ok. J'aurais envie de dire une question. Pourquoi? Il y a un juste milieu? Donc elles sont inefficaces parce qu'il y a un juste milieu? Ah, d'accord. Mais alors pour ceux pour qui ce n'est pas du tout efficace ou régulièrement inefficace, c'est quoi le facteur majeur d'inefficacité? Trop de personnes, trop long? Pas d'ordre, pas de règles? C'est parfait, merci, je prends. Ah bah dis, pas de règles, merci. Il y a une chose qui est hyper importante, on l'oublie régulièrement, hein, c'est de poser un cadre. Un cadre, donc quand on fait des réunions, quand on fait des ateliers, quand on fait des journées entières de travail ensemble, que ce soit autour d'une table, autour de table haute, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est de définir les règles, définir le cadre. Ça, c'est ce qu'il faut faire en priorité quand on démarre un atelier. Juste rappeler les choses fondamentales. Nous, on les écrit au mur ou on les dessine au mur, et on n'hésite pas dans la journée à revenir et dire « Hé, les garçons et les filles, qu'est-ce qu'on a dit là ?» Bon, commencer et terminer à l'heure, ça paraît sensé, parce que généralement, si vous travaillez dans une grande entreprise comme la mienne, une réunion suit une réunion, qui suit une réunion, qui suit une réunion, qui suit une réunion, qui suit une réunion, et là, il faut rentrer à la maison. Donc on sait bien que si vous dérapez sur une réunion, les autres, elles morflent. Respecter celui qui parle, ça paraît sensé, mais est-ce qu'on l'applique réellement? Une seule communication, une seule conversation à la fois, l'opinion de chacun compte. Toutes ces choses-là, c'est important de les rappeler. Moi, je rajoute souvent un respect, bienveillance, écoute. Quelque chose que j'aime bien aussi écrire, c'est le passé, c'est le passé. Et d'y faire référence régulièrement. Voir à la rigueur si les participants de l'atelier y font référence eux-mêmes. Moi, j'ai gagné, j'ai plus rien à faire. Ça m'est arrivé avec des managers, des directeurs d'équipes qui collaborent à la mise en œuvre de la messagerie pro pour Orange. Ils m'ont dit, viens, parce qu'on a du mal à trouver quelque chose de commun, et ça serait bien qu'on le fasse. Et quand ils ont lu la phrase « le passé, c'est le passé », ils sont tous restés dubitatifs en se disant « aïe, on va pas pouvoir se mettre dessus ». Bah non, c'est pas l'intérêt. Le passé, c'est bien, il est passé, on va construire le futur ensemble. Donc dans l'atelier, on y a fait référence un nombre de fois incalculable. Et à la fin, c'était même eux qui disaient « stop, on est en train de parler du passé ». Est-ce que vous précisez les règles de vos ateliers en entrée? Pas forcément. Essayez, vous allez voir. Ça pique, hein, ça va piquer certaines personnes en disant « ah ouais, mais attends, moi aussi je veux parler ». Après, on verra, il y a d'autres pratiques qui sont intéressantes pour pouvoir s'assurer que tout le monde parle. Ouais, on peut faire appel à un monsieur qui est là, qui fait de la facilitation graphique pendant nos ateliers, forcément, hein, fallait que je rebondisse. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, Simon l'a traduite, il est très fort. Vous pouvez la retrouver ici en version originale en anglais, pour ceux qui parlent anglais. Il y en a beaucoup? Non, il y a des anglophones? Both? Ok, c'est cool, ça m'arrange. On l'a fait à Beyrouth, cette session-là, c'était une catastrophe, l'anglais et nous. Le facilitateur, il a différentes, je sais pas comment dire, différentes cordes à son arc. Est-ce que c'est quelqu'un qui s'implique physiquement, qui donne toute son énergie, tout son peps pour faire en sorte que l'énergie des gens soit utilisée avec efficacité, parce qu'on ne va pas travailler sur l'énergie du facilitateur, hein. On va travailler sur l'énergie des gens. C'est les gens qui viennent avec leur énergie qui construisent quelque chose ensemble. Si on repose tout sur le facilitateur, c'est un échec assuré. D'accord? Après, quel style de facilitateur on est? Est-ce qu'on est plutôt dans l'humour? Est-ce qu'on est plutôt dans l'écoute, etc. Ça, c'est des choses qui sont intéressantes. On ne va pas détailler toute cette mind map. Vous pouvez la retrouver, hein. Il y a le lien qui est dessus. On aime bien s'y faire référence en se disant, bon, bah, pour ce type d'atelier, comme on ne travaille pas forcément avec les mêmes personnes, parfois c'est des grands directeurs de banque, enfin des directeurs métiers de banque, et parfois c'est des équipes de réalisation, de développement. On ne va pas forcément mettre la même énergie, mettre le même style de facilitation. Donc c'est savoir
se faire référence... Oh, on l'a refait, coupé. C'est savoir faire référence à ces différentes palettes pour se dire, ok, comment je vais avancer par la suite. Bon, je voulais poser la question avant, c'est trop tard, je vous le montre. Vous connaissez les rôles délégués? Les rôles délégués en réunion? Qui connaît? Bon, on va en parler un petit peu. Dans les réunions classiques, on part sur l'idée que la personne qui a envoyé l'invitation Outlook, pour faire court, va être la personne qui va animer, va s'assurer que le temps est respecté, va s'assurer que la prise de notes est faite, donc il va tout faire, il va tout porter, il va porter tous les rôles. Résultat, est-ce que ma réunion, est-ce que mon atelier, est-ce que ma journée est efficace? Pas sûr. On travaille que sur l'énergie d'une personne, et en plus, étant invité à ce type d'atelier, moi je me mets dans une position passive, hein, je m'installe dans ce confortable fauteuil, et je me dis, bah, si ça a réussi, c'est bien, si ça rate, c'était sa réunion. Donc est-ce que c'est grave? Pas forcément. Ouais, si, c'est grave quand même, parce qu'on ne fait rien au final. On ne va rien produire, on va avoir participé, on va avoir dépensé du temps de notre vie à ne rien produire, mais ne rien produire ensemble. L'union fait la force. Les rôles délégués, c'est quelque chose qui est introduit par Alain Cardon dans le coaching systémique, qui essaye de se dire, pour rendre nos réunions efficaces, impliquons le maximum de personnes. Une personne ne peut pas porter tous les rôles. Donc il a défini 5 rôles principaux. Alors vous trouverez dans la littérature des noms différents, je vais utiliser des noms différents. Je ne vais pas m'amuser à lire toutes les caractéristiques des personnes, on va juste les balayer. Vous pourrez relire ça, les slides sont déjà disponibles sur une plateforme SlideShare, je crois, ou sur LinkedIn, enfin regardez. Et puis je les donnerai de toute façon aux orgas. Il a défini 5 rôles. Le facilitateur, le leader éveilleur, le cadenceur, qu'on appelle aussi le timekeeper en anglais, le méta-observateur, le pouce-décision, ou alors on appelle aussi, on fait aussi le distinguo avec un scribe. Chacun de ces rôles concourt à la réussite de l'atelier. Donc chacun de ces rôles portés par différentes personnes, on devient une équipe, et notre objectif commun, c'est la réussite de ce petit temps de vie qu'on s'accorde pour discuter d'un sujet, pour prendre une décision, etc. Leader éveilleur, par exemple, on l'appelle aussi le focus keeper. C'est une personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va s'assurer que chaque personne qui discute digresse pas trop pour entrer sur un autre sujet ou pour faire passer son idée. Ça, on aura des moyens de capter ses idées et après de pouvoir retravailler dessus. Mais l'idée, c'est qu'on n'a peut-être que 2 heures à discuter ensemble. Si en plus, on va voir à droite, on va voir à gauche, ces 2 heures, elles sont mal dépensées. C'est pas forcément terrible. Le cadenceur horloger, c'est pas quelqu'un qui est là pour dire hey, les gars, il reste 10 minutes, vous n'avez rien foutu. Il est juste là pour dire on avait proposé d'accorder 15 minutes ou 30 minutes ou 1 heure sur ce sujet. On en est à 45 minutes. Voyons avec le scribe, ça me permet de rebondir, ce qui a été produit. Est-ce qu'on est satisfait de ce qui a été produit puisqu'il ne reste que 15 minutes? Ou est-ce qu'on rajoute un token de 15, 30 minutes, etc. C'est pas là pour stresser les gens, il est juste pour rappeler qu'on va sortir à un moment de cette réunion ou de cet atelier. Donc le script, c'est quelqu'un qui va prendre en note ce qui se dit. Alors, il peut le prendre en note papier, ou il peut le prendre en note graphique. Hop, deuxième référence. Il est des royalties quand même un petit peu. Par contre, il ne le fait pas de manière comment dire, sans direction claire. Donc là, c'est bien d'avoir quelqu'un qui va porter un rôle de pouce-décision, ça peut être la même personne, et qui va être là pour dire, ok, par rapport à tout ce qui se vient de dire dans les 5 dernières minutes ou dans les 10 dernières minutes, est-ce qu'on peut le reformuler de cette manière-là et le prendre en note de cette manière-là? Là, s'engage une discussion, et le scribe, il est beaucoup plus aidé pour avancer sur le sujet. Voilà. Alors j'ai souvent des questions, c'est mais nous on fait des réunions à 4, des ateliers à 4, il y a 5 rôles. Comment on fait? J'ai pas d'idée. On peut très bien se retrouver facilitateur et timekeeper ou cadenceur et leader éveilleur. J'ai pas d'avis sur la question. Parfois il y a une personne qui va porter plusieurs rôles. Parfois on va essayer de délayer les rôles sur différentes personnes. Je donne des formations sur différents sujets, notamment l'agilité, notamment la facilitation d'ateliers. Et souvent les gens repartent de la formation en disant la première chose que je vais faire c'est ça. Ce que vous avez raconté autour c'est super intéressant, mais ça c'est super important. Donc ils ont trouvé leur essentiel. Il y a des choses importantes, mais ils ont trouvé l'essentiel. Vous utilisez ce genre de pratique?
Oui, non? Ça vous inspire? C'est cool. J'aurais au moins fait quelque chose aujourd'hui. Je vais passer assez rapidement sur les 7 P. Vous connaissez la pratique des 7 P? Ouais. Je vais me focaliser sur la phrase qui est là. Un bon workshop, c'est 70% de préparation. Grosso modo, souvent on arrive en réunion, je vais vous raconter une petite histoire. Moi j'arrive en réunion, je ne suis pas forcément l'animateur, hein, ça m'arrive aussi d'être participant. Et déjà, tout le monde n'est pas là à l'heure, donc ça c'est embêtant. Deuxièmement, c'est, mais au fait, c'est quoi le sujet? Donc là, le chrono commence à avancer. Hop, là c'est l'enceinte, c'est la fin de la réunion. Alors, je ne sais pas trop quel est le sujet, on peut le repréciser. Ah oui, on va le repréciser. Vous avez lu les documents? Ah non, non, on n'a pas lu les documents. Bon, bah c'est pas grave, on va commencer. Le vidéo proche, il est où? Ah, je ne l'avais pas demandé, il faut que j'aille le demander. Donc j'ai commencé là, il faut que j'arrive là, et déjà ma réunion, elle est catastrophique. On pourrait même tout arrêter tout de suite, hein. Puis se dire on se revoit plus tard, ça sera plus efficace, parce qu'il va nous rester 20 minutes. On va prendre des décisions à l'arrache, d'ailleurs on ne va pas prendre de décision. Et si vous travaillez dans certaines entreprises, les 10 dernières minutes, ça va être pour se décider quoi? C'est quand est-ce qu'on se retrouve la prochaine fois pour en parler? Vous avez déjà vécu ça? C'est bien, la transparence, c'est très très bien. Donc cette pratique, cette pratique voilà, je vais la refaire. Cette pratique est vraiment utile pour pouvoir bien préparer notre travail. Vous pourrez trouver plein d'informations aussi sur le blog de Jean-Claude Grosjean qui s'appelle Quality Street, quelque chose comme ça. Hein, ouais, il change de nom. Non, c'est la version anglaise qui est différente. Vous retrouverez ce détail-là qui est super intéressant. Et un atelier, une réunion, c'est pas une fois qu'on est dedans qu'elle se prépare, c'est en amont. Et elle se gagne en amont. Elle se réussit en amont. Une fois qu'on a mis tout le monde sur les bons rails, je vous assure que là, vous allez produire de la valeur. C'est quand même ce qu'on cherche par rapport à ce que présentait Akan ce matin sur tout le temps gâché à ne rien faire. Utilisez ce temps-là pour préparer vos réunions. N'en faites pas trop non plus. Ah, je vais plus bosser moi, en fait. Vous allez travailler. Est-ce que tout le monde a un petit papier, enfin 5 petits papiers dans les mains? Où est mon goulot d'étranglement? Ou alors j'en ai pas assez? Ça s'est arrêté ici. Aïe. Je ne pensais pas qu'il y aurait tant de monde en même temps. J'avais demandé une salle de 15 personnes, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va le faire différemment. On va utiliser cette partie-là de notre corps. Je vais donner l'énoncé du sujet, des 5 sujets, puis ceux qui veulent le faire, vous vous lèverez. On va voir en fonction de vos choix qui priorise quoi. Et puis on commencera par le sujet le plus plébiscité, pardon. Puis après on passera au suivant s'il nous reste du temps. Ça vous convient? De toute façon, vous n'avez pas trop le choix. Alors, ce que je précise tout de suite, hein, c'est des exemples de déroulé d'ateliers pour pouvoir réussir, par exemple, un lancement de projet, un bilan de projet, une résolution de problème par la créativité, de la cohésion d'équipe, du fonctionnement en équipe. C'est pas la vérité, je le précise. D'ailleurs, je ferai plein de petits rebonds en disant cet atelier, vous pouvez très bien le remplacer par ce type d'atelier, etc. Et en plus, si vous êtes fun, si vous avez envie de le faire cet après-midi, on va en jouer quelques-uns. Parce qu'il y a une autre session avec Nelson. Tout le monde voit qui est Nelson, c'est celui qui a fait le texte au départ avec Jérémy au lancement de la journée. Donc on va jouer, mais jouer sérieusement. Donc le lancement de projet, c'est un déroulé pour à la fois créer une synergie entre l'équipe et créer de la valeur et savoir où on va ensemble. Bilan de projet, c'est comment est-ce que je peux terminer un projet avec des ateliers participatifs. Résolution de problèmes par la créativité, c'est voir comment ensemble on peut se sortir les choses de la tête, chercher des analogies dans le monde réel, s'inspirer du succès du traitement d'une analogie dans le monde réel pour la réintroduire dans mon contexte à moi. La cohésion d'équipe, voilà, ça parle de lui-même, hein. C'est quelques petites pratiques qui permettent d'apprendre aux gens à se connaître. Alors vous verrez, il y a des pratiques qui sont réutilisées les unes dans les autres, donc une fois qu'on l'aura passé une fois, on ne rediscutera peut-être pas dessus si ça retombe. Et le fonctionnement d'une équipe, c'est voir comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'une équipe soit une équipe. Donc tout ce qui est servant leadership, tout ce qui est core protocol, etc. Qui veut parler lancement de projet? Levez-vous.
nous sommes deux, t'en fais pas. Je suis debout, il n'y a pas de souci. Qui veut parler? De toute façon, je sais déjà lesquels vous allez choisir, c'est ça qui est fort. Qui veut parler bilan de projet? C'est bien. Qui veut parler résolution de problèmes par la créativité? C'est étonnant comment. Ok. Qui veut parler cohésion d'équipe? Ouais, c'est comme d'habitude. Et qui veut parler servant leadership et core protocol, fonctionnement d'une équipe? Ah! Oh my god. Je suis partagé. Donc ça va se jouer entre les trois derniers. C'est embêtant. Jean-Philippe, tu vas choisir le premier pour tout le monde, par rapport à ce que tu as vu dans la salle, comment les gens se levaient. Plutôt résolution de problèmes par la créativité, cohésion d'équipe ou fonctionnement? Fonctionnement d'une équipe. Allez, on y va. Hop. On va la refaire. C'est bien, hein, j'écoute. Donc là, c'est pas des ateliers à proprement parler, c'est plus des postures et de la dynamique d'équipe. Bon, il y a quelques pratiques, on va pouvoir en parler. Voilà, c'était juste pour ça. Tu peux pas faire ça en facilitation graphique. Ok. Donc on va regarder tout ce qui est servant leadership, core protocol, et puis des petites pratiques. Et justement, on pourra interagir sur ces pratiques parce que je pense que certains les utilisent et voir comment vous les utilisez et si ça porte ses fruits. Comment ça fonctionne une équipe? On a un manager et on a son équipe. C'est à peu près comme ça, hein. Limite, on le voit bien le fossé entre les deux. Vous le vivez, ça? Ouais. Ok. Passer de l'état, enfin je ne sais même pas si c'est un état, de manager à leader, ça demande beaucoup de choses. J'ai tout cité là. L'écoute, l'empathie, soulager, la conscience, la persuasion, la conceptualisation, du soutien, etc., etc. Comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi la différence entre un manager et un leader? Oula, ça baille là-bas. La vision. Les bras m'en tombent. Un manager, ça fait quoi? Ça gère. Ça dirige. Tu dis? Ça impulse une idée. Son idée? Pas forcément. C'est bien. Un manager, c'est quoi? C'est quelqu'un qui prend des décisions, qui aime l'ordre, la discipline, qui gère, notamment qui gère les risques, mais tout ça dans une zone sous contrôle. Pour ça, est-ce qu'il y a beaucoup de délégations? Pas forcément. D'ailleurs, vous ratez une session sur le management 3.0 avec Laurent, on était déçus parce qu'on était en parallèle. Mais voilà, il faudra faire le deuil de cette session. Devenir leader, c'est devenir un manager. Enfin, c'est un manager qui est au service de son équipe. D'accord? Jusqu'ici, ça va. Donc là, un leader, c'est quoi un leader? Parlez un petit peu plus fort. Quelqu'un qu'on suit? Ah, c'est intéressant. Donnez l'exemple. Il tire les autres. Ouais. Alors, une référence, ouais. C'est quelqu'un qui sait où il veut aller et qui partage sa vision. Donc du coup, les gens ont envie de le suivre. Les leaders qui sont les plus efficaces, c'est pas forcément ceux qui créent des suiveurs. Il y a une citation de Tom Peters, je crois, qui dit, elle est en anglais, je vais la faire en français, qui dit les leaders ne créent pas des suiveurs, les leaders créent plus de leaders. En fait, à partir du moment où le leader il sait pourquoi il travaille et qu'il peut le transmettre à d'autres, les autres comprennent pourquoi ensemble on travaille et comment le transmettre à d'autres. Tout ça, ça passe par différentes
Posture. L'empathie, ça paraît sensé. Est-ce que tous les managers sont empathiques? Je ne sais pas. J'ai pas d'avis, hein. Je connais des managers qui sont à la fois managers et leaders, d'autres qui sont que managers, et d'autres qui ne veulent pas être managers et qui veulent être que leaders. Moi, j'ai une vision, mais je ne sais pas gérer les hommes, je ne connais pas la discipline, j'ai du mal à voir ça avec moi. Donc ça demande quand même un travail sur soi. On va voir que derrière, on peut utiliser des pratiques qui aident ça. Vous connaissez, là il y a quelques noms, hein, le check-in, le check-out, la prise de décision par consentement, le jeu de la perfection, l'aliment personnel, etc. Est-ce que vous connaissez certaines de ces pratiques? Connaissez le check-in? Non? C'est une pratique toute bête, hein, en début de réunion, c'est de se... Voilà, on est une personne entière, on vient avec nous, on a une partie très formelle, très carrée. On parlait tout à l'heure de parents, adultes, enfants, je ne sais plus, c'est qui parlait, c'était Bastien juste avant. Il parlait de parents, adultes, enfants, on est un adulte, voilà, on vient avec notre cadre et comment nous fonctionnons. On vient aussi avec nos émotions, et nos émotions viennent de l'enfant. Ça vient potentiellement d'ici, et puis beaucoup d'ici. On vient avec nos émotions. Et c'est intéressant en début d'atelier, en début de réunion, quand on travaille ensemble, quand on va avoir à travailler ensemble, c'est de prendre la température de mon groupe. Ce check-in, c'est tout bête. Si on va poser quelques mots clés, colère, joie, fatigue, énervement, voire on laisse les gens choisir leurs propres mots, on leur demande juste quel est le mot qui, aujourd'hui, tout de suite, maintenant, les caractérise le mieux. Mais on ne leur demande pas de justification. Le but, c'est pas de savoir, d'aller à la route cause de pourquoi est-ce que tu es énervé. Peut-être qu'en venant en voiture, tu t'es fait flasher alors que tu étais au téléphone ou au volant. Effectivement, ça ne met pas de bonne humeur pour toute la journée. On va faire un tour de table, ce qui va permettre à chacun de comprendre, ok, aujourd'hui, Benoît, il n'est pas dans un état tip-top, donc moi, on a l'habitude de se rentrer dedans, c'est une manière de parler. On a l'habitude d'être taquin l'un envers l'autre. Aujourd'hui, il faut que je prenne un petit peu de recul, un petit peu de réserve vis-à-vis de lui, parce qu'il n'est pas dans un état émotionnel fort. Ou alors, si dans mon groupe, je sens qu'il y a beaucoup de gens qui sont hyper-moteurs, waouh, c'est génial, on va faire quelque chose de puissant. Donc ça, c'est transmettre cette énergie. Comme je sens que vous êtes hyper motivé, hyper curieux, ou dans l'innovation, on va pouvoir être très efficace ensemble. Dans ce check-in, c'est simple de savoir comment se sent, comment ressent mon groupe. Est-ce que vous le faites, ça, sans appeler ça un check-in, hein, de se dire, bon alors, toi aujourd'hui, ça va pas, c'est... Non? Si? Essayez, vous verrez, ça apporte des... quelque chose que je n'ai pas dit au début. On va voir, il y a pas mal d'ateliers, peut-être pas ici, mais dans d'autres sujets, où c'est une invitation. C'est une invitation. On va voir des ateliers qu'on peut faire régulièrement. On invite les gens à le faire, les jeux de cet après-midi, on invite les gens à le faire, on ne les force pas à le faire. C'est surtout pas ça que l'on souhaite, c'est que les gens viennent d'eux-mêmes avec leur énergie. Le check-in, si la personne a un problème émotionnel personnel, on ne veut pas rentrer dans le détail, on veut juste savoir qu'il faut faire attention à elle. Oh. Your avatar in that corner. And some people, when they're angry, because you work with them, you know that if they're angry, you give them half an hour and then you go talk to them and see what's going on. Okay. Some people, when they're angry, they just want to be left alone. Ouais. And it's something that she put it up and started doing it, and it took 1 hour for the entire team to pick it up, without explanation, without anything. Ok. Tout le monde a entendu? Donc en fait, il met à l'entrée un papier avec un rectangle à 4 coins et à chaque coin des émotions. Et quand les gens rentrent dans la session, ils viennent mettre une gommette, un aimant, quelque chose. Ils viennent se positionner. Comme ça permet de prendre le temps de travailler sur les émotions des gens et sur comment ils ressentent ça pour mieux rebondir derrière. On a une autre pratique, peut-être qu'on la verra tout à l'heure, ça s'appelle l'arbre à personnages. J'en parle pas. Je laisse du suspense. Vous connaissez le jeu de la perfection? Perfection Game? Ouais. Qui connaît pas? Oh, bah dis donc. D'accord, on est dans les temps. Perfection Game, c'est quelque chose d'intéressant.
c'est de se dire, on vient de passer du temps ensemble, ce temps, est-ce qu'il a été bien investi? Donc on pourrait le faire à main levée avec un rôti, de 1 à 5. Tout le monde connaît le rôti? Ah, il y a plus de têtes qui disent oui. Perfection Game, c'est quelque chose, c'est on va noter de 1 à 10 le moment qu'on vient de vivre ensemble. 1, franchement, j'étais mieux ailleurs. 10, c'était parfait, ça m'a apporté beaucoup de choses. Mais c'est pas suffisant, ça c'est un rôti en fait. C'est un rôti sur 10 points, au lieu d'être un rôti sur 5 points. Youhou, j'ai révolutionné le monde. Non, là ce qu'on va demander c'est ok, qu'est-ce qui vous a fait me donner cette note-là? Ou qui a fait donner cette note-là à l'exercice, à l'atelier? Donc on va noter le fait de faire ceci, ça a été bien, on a utilisé moins de post-it, on a sauvé la planète, ou tout le monde a eu le temps de parole, etc. Et surtout on va demander quelque chose de beaucoup plus positif, enfin on va être dans le positif en permanence. La dernière chose qu'on va demander c'est qu'est-ce qui, selon vous, serait intéressant de modifier, d'ajouter, d'enlever, pour que vous puissiez, la prochaine fois qu'on fait ce type d'atelier, me donner la note de 10. Ou donner la note de 10 à l'atelier. On ne juge pas le facilitateur, on juge le moment passé. Là, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis une note. Bon, c'est intéressant, parce que le nuage de tag va nous permettre de savoir si ça a été efficace. On va être conforté dans ces choses-là sont efficaces, il faut que je les maintienne. Et en plus, on a une source d'idées énorme sur comment est-ce que je peux améliorer la suite. Comment, si je dois le refaire, je vais pouvoir améliorer les choses. Vous le ferez tout à l'heure si vous venez nous voir dans les Serious Games. Il y a plein de choses sur les corps protocoles, on pourrait faire plus d'une session là-dessus. Je vais avancer. Le speed meeting, c'est quelque chose d'intéressant. La chef de Simon a mis ça en place. Alors c'est 5 ou 7 minutes, là il a pris l'exemple de 7 minutes. C'est que toutes les 7 minutes, une fois par semaine, chaque développeur va voir son manager, et développeur ou membre d'équipe va voir son manager et discute avec son manager et avec une information qui est... c'est pas une information très orientée projet, c'est comment je me ressens par rapport au groupe. Et on va pas rentrer dans un long débat parce que toutes les 5 minutes, il y a toc toc toc, hop, c'est à mon tour, et on fait tourner comme ça. Ça permet quoi? Ça permet à ce manager qui est en train de devenir un servant leader d'avoir la température de son équipe, de ressentir les gens et de bien travailler avec eux. On travaille beaucoup sur l'humain du coup, vraiment axé sur la santé mentale, morale de mon équipe. S'ils sont en bonne santé et qu'ils arrivent à travailler ensemble, les problèmes qu'ils rencontreront ne seront que des problèmes. Ça devient intéressant. Vous faites des stand-up? Ouais. Comment ça se passe? Chacun passe... Bon, alors ça fait un peu un flop après le passage d'Akan ce matin, mais bon, on va essayer d'en parler un petit peu. On va redire un petit peu. On va se focaliser sur... Souvent, ce qu'on observe, c'est voilà, moi aujourd'hui, hier j'ai fait ça, aujourd'hui je vais faire ça, puis je ne vais pas rencontrer de problème. Et la personne s'en va. Waouh, j'ai une équipe là. Là, c'est gagné. Tout l'enjeu du facilitateur et de l'équipe qui peut aussi s'auto-faciliter, s'auto-organiser, c'est que ce moment, il soit vraiment un moment d'échange et de partage. Bien évidemment, dans tout le reste de la journée, on peut discuter ensemble, rien ne l'interdit. Par contre, c'est un petit moment fédérateur là, le matin où moi, j'en ai qui le mettent à 11h45 pour être sûr qu'à midi 15, à midi, ça s'arrête. Il faut aller manger. Ce petit moment, il est intéressant parce que ça permet de une équipe, c'est une colonne vertébrale. S'il y a une vertèbre qui est sur le côté, ça coince. Là, on remet la colonne vertébrale droite. C'est pas évident de parler avec un micro. On remet la colonne vertébrale droite. Et ça permet d'être beaucoup plus efficace dans la journée, puis de se rappeler que je ne suis pas seul dans une équipe. Nous sommes une équipe. Certains vous diront c'est 15 minutes. Moi je vous dirais je m'en fiche. Définissez une durée pas trop longue et respectez-la. Si c'est 20 minutes parce que vous êtes nombreux et que vous voulez aborder plein de sujets, faites-le de 20 minutes, mais respectez les 20 minutes. Montez pas à 45 minutes par jour. Ça c'est intéressant aussi. La fréquence. Souvent j'entends dire tous les jours, mais c'est n'importe quoi ça, tous les jours. Allez, on va le faire une fois par semaine. Puis on le fera sur 1 heure, une fois par semaine. On appellera ça un comité de projet. C'est bien, c'est pas bien, je sais pas. J'ai remarqué que ça marchait mieux quand on le faisait très très régulièrement. Et pas forcément axé projet. Là, on parle d'une équipe. Donc ces fonctionnements par rapport à l'équipe, les post-it, ça ne sera pas forcément des post-it sur les projets, ça peut être sur des relations, sur comment est-ce qu'on va travailler un tel, quel groupe de travail on va créer, etc. Les sujets seront portés si le groupe de travail est là. C'est ça qui est intéressant. Excusez-moi. Bon.
Normalement, il manque un slide. Gardez à l'esprit, hein, c'est que une équipe, c'est pas une tête pensante qui diffuse l'information à tous les autres. C'est un groupe. De temps en temps, il y a quelqu'un qui va émerger, qui va être le leader ou le manager, parce qu'il faut prendre une décision. Mais le reste du temps, il peut très bien faire partie du groupe dans son intégrité et être une voix égale, enfin, une personne égale une voix. Connaissez la sociocratie? Qui connaît? Waouh. Bon, il faudra faire un autre sujet alors. Ça va être trop long là. On en parlera à la fin de la session si vous voulez. De quoi on parle? Cohésion d'équipe? Qui veut cohésion d'équipe? Ok. Qui veut résolution de problèmes par la créativité? Romain veut les deux. Je sais pas. Celui qui crie le plus fort a gagné. Alors là, c'est bien pour le son. Encore une fois, c'est une proposition de déroulé. On passe par un icebreaker, après de la technique de la créativité, et là, je réinsiste, avoir un Romain Couturier, c'est vraiment pratique. Après une technique utilisée qui va être les analogies. J'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Bon, après, il y a un schisme entre Simon et moi sur le dernier point, c'est comment on suit le plan d'action. Il parle de QQO, QCP. J'aime pas le mot en fait en soi, mais on pourra en discuter et voir comment vous le faites. Un groupe, quand il travaille ensemble, on va se retrouver à un moment donné, sauf qu'on vient avec le passé de la journée. On est d'accord jusqu'ici? C'est bien avant de s'engager mutuellement à travailler ensemble, c'est bien de bien profiter de cette phase de pré-engagement où bah voilà, j'ai tout mon passé et puis je suis pas encore connecté avec les personnes avec qui je vais travailler. Qui pratique des icebreakers dans son entreprise, dans les réunions? Eric a tout fait, donc c'est génial, sauf que tu es tout seul. L'icebreaker, c'est quoi? C'est un petit moment où on va connecter les gens juste avant de travailler ensemble. Ça ne demande pas longtemps, il ne faut pas rentrer dans quelque chose qui va durer 2 heures, sinon c'est plus un icebreaker, ça devient un atelier en soi. Ou alors là, c'est vraiment de la résolution de conflits au sein d'une équipe. C'est quelque chose de tout simple, qui nous extrait du monde du travail, pas forcément orienté sûr, sauf que là, on va voir que ça peut être intéressant de se concentrer dessus. Qui dure moins de 15 minutes, qui derrière nous permet d'avancer ensemble. L'alphabet des concepts, c'est tout bête, hein. Tout le monde connaît l'alphabet, il y a 26 lettres. Bon, là, dans le cas présent, on regroupe certaines lettres parce que vous allez voir que trouver des mots en W, X, Y, Z, c'est pas évident. Mais c'est tout bête, c'est qu'on va proposer les lettres et on va donner les lettres aux personnes. Et par rapport au problème qu'on a en cours, on va demander aux gens de mettre un mot dessus. Tout bête. Donc si j'ai tiré le petit paquet W, X, Y, Z, par rapport à ce mot-là, quel mot je peux trouver qui va faire résonner au sein des autres son ressenti par rapport à ça? On va pouvoir faire le tour du groupe. Si c'est nécessaire, on va pouvoir utiliser d'autres lettres. C'est de voir comment les gens réagissent et comment, par rapport au contexte, au conflit ou au problème qu'on est en train de vivre, qu'est-ce que cela nous inspire? C'est très très rapide, il n'y a pas nécessité à s'épancher sur les choses comme le check-in de tout à l'heure. On pourrait très bien faire ici un arbre à personnages aussi. Par rapport aux problèmes rencontrés, donc on prend une grande feuille sur laquelle il y a un arbre de dessiné, et sur cet arbre, il y a plein de postures différentes. Je vous le montrerai à la fin quand on aura terminé. On l'a sur un autre écran. Et on demande aux gens, bah, mettez une gommette, tout comme expliquait Eric avec le carré, sauf que là on utilise un arbre, mettez une gommette sur sur le personnage qui vous représente le plus. Sachant que sur le personnage, il y a des gens qui sont contents, des gens qui sont assis dans leur coin, des gens qui sont tournés, on voit que leur dos, des gens qui chutent, des gens qui sont très hauts dans l'arbre, etc. Et là, c'est intéressant par rapport au problème, tout comme avec l'alphabet des concepts, de comprendre, mais pourquoi est-ce qu'on en est là? Moi, je ne l'ai jamais eu. Simon a eu une fois un bonhomme, quelqu'un qui a mis une gommette sur la personne qui est en train de tomber. L'information dans ce cas-là par rapport au problème du jour, elle est juste énorme. C'est OK. Il y a quelqu'un qui est en perte totale de contrôle.
C'est intéressant de le savoir et c'est surtout intéressant d'essayer de l'aider à rattraper une branche. Sinon, là, on est en train de perdre une personne, perdre un groupe, et ça va dépasser le cadre du travail. J'ai pas vu la pancarte, en fait. Ouais, d'accord. Hop. Donc, face à un problème, ça va permettre de sortir des mots et potentiellement trouver des idées. Tout ça va nous permettre à quoi? À sortir du cadre. Si on reste focalisé par rapport à notre problème, on va se retrouver à, oui, effectivement, on a un problème, on va se lamenter, on va se scléroser autour de ce problème-là. Là, si on cherche à sortir tout ce qui nous passe par la tête, on va le voir juste après avec la purge. Donc le terme de purge n'est pas forcément évident, mais ça va être intéressant quand même. On va sortir toutes ces idées-là, on va essayer de les reconstruire, de partager tout ça ensemble, et du coup, on va pouvoir construire une vision commune face à ce problème-là. On va le voir juste après avec les analogies. Et là, c'est intéressant, c'est que le problème, on en a chacun notre vision. Si je vous demande de me dire ce que vous voyez là, vous voyez sans doute ce qui est là, mais moi, je ne le vois pas, je vois ce qui est là. Donc chacun, on regarde le problème sous un prisme différent. Donc on ne le vit pas de la même manière, on ne l'appréhende pas de la même manière, et on a parfois un certain recul par rapport au problème. Ouais, effectivement, c'est le problème de la prod, c'est pas le nôtre. Facile de trouver un ennemi commun à l'extérieur. Sauf qu'il faut quand même travailler dessus. Donc tout ça, ça permet de sortir du cadre. Sortir du cadre où on va travailler sur un fichier Excel avec un plan d'action. C'est pour ça que je tique un peu sur le plan d'action tel qu'il est proposé. C'est-à-dire comment est-ce que je vais avancer sur la chose. Ça permet de trouver des solutions ensemble. Toujours plus intéressant. Vous connaissez la sagesse de groupe, la sagesse de foule, pardon. C'est un bouquin écrit par un monsieur qui a un nom compliqué pour moi, donc j'aurais du mal à le reciter. En anglais, c'est Wisdom of Crowd, c'est ça? Sagesse de foule, qui explique globalement qu'un groupe de personnes ensemble sera plus efficiente, plus intelligente, entre guillemets, plus efficace qu'une personne isolée face à un problème. Donc quand j'ai un problème, l'idée, c'est plutôt que chercher tout seul, je pose le crayon, je rassemble le groupe, on y réfléchit ensemble. J'ai un chef qui me dit, si tu as un problème, tu as le droit de chercher 1 heure, si tu dépasses l'heure et que tu es toujours tout seul sur ton problème, c'est limite une faute professionnelle. Va chercher de l'aide à l'extérieur. C'est vraiment important. Tu n'es pas seul face à cette problématique, parce que ce que ça impacte chez toi, ça a forcément des répercussions à droite, à gauche. Donc vois avec les gens, et vous allez voir qu'avec ce qui se passe là, la purge et les analogies, on peut être efficace sur la résolution de problèmes. Donc la purge, c'est tout bête, ça prend du temps quand même, c'est par rapport à ce problème-là, sortez-moi toutes les idées possibles imaginables, même les plus farfelues. Ça, c'est rigolo, même les plus farfelues. Après, on va se vider le cerveau, on va purger le cerveau de toutes les idées. Enfin, c'est pas une purge dans le sens où je les élimine, c'est une purge dans le sens où je les sors. Donc là, ça demande un travail individuel d'abord. C'est vraiment intéressant parce que sinon, s'il y en a un qui parle, qui prend la parole et qui va parler, qu'est-ce qui va se passer? Il va monopoliser la parole. J'ai eu une fois un manager comme ça qui a fait une rétrospective, 3 heures, la pire rétrospective de ma vie, 3 heures d'un monologue. C'était une catastrophe. Et après, il est venu me voir en me disant, t'as vu, on fait des rétrospectives, elles sont efficaces. Hein. Ouais, effectivement. Vous avez résolu vos soucis oh, je pense, ouais. Ah, tu penses. Donc, première hypothèse, c'est un problème. Donc, un moment de travail individuel, donc effectivement, on peut travailler avec du post-it, on peut travailler aussi avec du dessin. Je suis désolé que tu sois là, on fait la même avec Simon, sans toi. Hein. Et derrière, surtout un moment collectif où on va commencer à rassembler toutes ces choses-là. Toutes ces idées, on va les rassembler et on va travailler ensemble dessus. Comment est-ce qu'on va travailler ensemble? Avec la notion d'analogie. C'est bien de se référer au monde extérieur aussi. On a un problème qui est dans notre contexte. Comment est-ce que je peux prendre du recul suffisant vis-à-vis de ce problème pour essayer de le résoudre de manière la plus dépassionnée possible? Dépassionner les choses. Passer par des analogies, ça peut être intéressant. Comment est-ce que des situations du monde extérieur, j'ai failli dire le monde réel, mais c'est pas ça, du monde extérieur, parce que vous êtes dans le monde réel quand même, des situations du monde extérieur ont vécu un souci et comment ils y ont remédié? Ça se dit? Oui. Donc là, c'est un gros travail. Donc là, on peut donner des exemples. Hein, le télésiège, comment est-ce que je gère les files d'attente au télésiège, tout bêtement. Comment je gère mes stocks, comment est-ce que je fais mes courses chez Ikea, comment est-ce que j'ai solutionné les courses chez Ikea, etc. Et est-ce que ça peut m'inspirer? Alors forcément, c'est des exemples. Vous en trouverez des centaines d'autres.
mais comment le monde réel et réussir dans le monde réel, ce petit succès à l'extérieur de mon projet, je peux le réinsérer dans mon projet en faire un succès pour mon contexte. Ça, c'est hyper intéressant. Ça prend énormément de temps, c'est collaboratif. Time's up. Ok, pas de problème. C'est dur quand même. On avait dit qu'on n'avait pas plus de temps. Si, allez. Ok, on va terminer. C'est très intéressant d'aller chercher à l'extérieur les victoires qui peuvent être réinsérées à l'intérieur. Ça prend énormément de temps. Souvent, les gens, sur une résolution de problème, ils vont passer quoi 10 minutes en disant « Allez, c'est ça qu'il faut faire ». Ouais. Est-ce qu'on a juste effleuré la surface de l'atmosphère ou on est vraiment rentré en fond dans le problème? Ça, c'est autre chose. Je vais faire court pour celle-ci. Une réunion qui sort sans produit final, c'est pas une bonne réunion. Donc avoir un plan d'action de manière simple. Qu'est-ce que je fais, quand est-ce que je fais, et comment je le fais, pourquoi je le fais, c'est vraiment important. Si vous ressortez d'une réunion en disant c'est cool, on a fait une belle réunion, ben vous n'avez pas forcément réussi votre réunion. Donc toujours chercher un plan d'action en sortie. Un plan d'action ou alors obtenir un produit. Hein. Nous, notre point de sortie, c'était d'avoir un consentement sur telle solution. On l'a eu. Stoppons là. Stoppons. Donc le QQOCP, c'est expliquer hein. Quoi, qui, où, quand, comment et pourquoi. Hop, je vais juste sur le dernier slide, je suis désolé. Hop, j'ai carrément dérapé. Donc ouais, les pratiques collaboratives, l'intérêt, ça apporte de la valeur. Hein, c'est vous préparez le travail, vous faites quelque chose d'efficace ensemble. C'est des petits moments privilégiés, on remet l'humain au cœur des choses. Hein. L'humain et son, comment tu dis, son cerveau droit. C'est ça, hein. Parce que on utilise une partie du cerveau qu'on n'a pas l'habitude d'utiliser. Hein, la créativité, on est très dans l'analyse. Là où on va chercher plutôt de la créativité et du lâcher prise, sortir du cadre. Ça peut enrichir, et vous avez dû voir qu'il y a certaines pratiques qui sont utilisées dans l'agilité. Ça peut enrichir vos pratiques agiles, c'est vraiment intéressant. Puis c'est un moment où on peut. Alors certains vont dire la viralité, ça va donner des idées à d'autres, mais ça permet aussi de polliniser plutôt. J'aime bien la notion d'abeille. Et au final, c'est la co-construction, plus de la cohésion, plus de la créativité, ça va motiver vos équipes. Vous allez voir que rentre réunion, ils ne vont pas rentrer comme ça, s'asseoir dans un fauteuil, de préférence avec un coudoir. Ils vont venir avec de l'énergie, ils vont dire c'est quoi le problème aujourd'hui, on sait que c'est ça et on va le résoudre ensemble. C'est une vraie équipe. Je suis désolé d'avoir dérapé. Merci.